Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h30, regardons la situation à la fois, surtout franco-française, avec cette journée d'hommage à Samuel Paty, mais aussi d'hommage au professeur qui a été assassiné vendredi à Arras. Ce matin, il est 9h31, les enseignants sont encore ensemble et discutent de la situation, des mots à employer. Il y aura 14h, une minute de silence dans tous les établissements scolaires, écoles élémentaires, mais surtout collèges et lycées. Et il va falloir trouver les mots pour expliquer aux élèves pourquoi cette minute de silence. Sur ce qui s'est passé vendredi, sur ce qui se passe au Proche-Orient, à Abdenour Bidar. Vous êtes philosophe, spécialiste de l'islam. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Bernard Ravet. Bernard Ravet, bonjour. Vous êtes principal de collège en retraite. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes coprésident du réseau l'ICRA Éducation, auteur de principal de collège ou imam de la République aux éditions Kéro. Bien, Abdenour Bidar, je n'entends pas, vous n'entendez pas, personne n'entend la communauté musulmane. Je n'ai entendu que Karim Benzema nous dire je soutiens les habitants de Gaza. Voilà ce que j'ai entendu dans la communauté musulmane. Le silence n'est pas tout à fait unanime et assourdissant. Il y a silence, je suis d'accord avec vous, mais j'avais encore sous les yeux il y a quelques jours un communiqué des imams de la région de Lyon dénonçant l'assassinat de Dominique Bernard. Mais en effet, c'est crucial. C'est-à-dire que c'est l'opportunité nécessaire pour les musulmans en France aujourd'hui de dire qu'ils n'ont rien à voir avec cet islamisme. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit je suis de votre famille, et parce que je suis de votre famille et au nom de cette famille, l'islam, je tue. Je tue de manière ignoble. Est-ce que vous pouvez laisser dire ça ? Si quelqu'un de votre famille disait cela aujourd'hui, disait je tue et je tue parce que j'appartiens à cette famille et c'est cette famille idéologique qui me donne le droit de tuer. Vous avez le devoir de vous désolidariser de lui et de crier à la face de tous votre désaccord le plus radical sans réserve. Il n'y a pas de oui mais dans ce genre de circonstances. Lorsque le Hamas, qui est un mouvement politico-religieux, qui se réclame de l'islam, et pas seulement d'une cause politique, lorsque le Hamas massacre des innocents, prend en otage des innocents d'une manière absolument barbare, ce n'est pas le moment, ce serait indécent, ce n'est pas le moment de dire oui mais ils sont les défenseurs de telle ou telle cause. Aucune cause ne justifie cette barbarie. Il est impossible, je ne parle pas simplement de l'islam, de tirer parti d'une cause pour vouloir fonder des actes qui en réalité nous arrachent à tous notre humanité. Donc au nom de cette humanité commune, il faut condamner sans réserve. Moi, c'est ce que je fais depuis des années, résolument, à chaque fois que l'islam a besoin de prendre des distances avec ces démons. Vous vous exprimez à chaque fois pour dire aux musulmans, parler. Mais je le dis de manière sereine, mais parce que je considère que c'est ma responsabilité d'intellectuel musulman que de le faire. Et puis aussi parce que il s'agit, là je parle du contexte simplement français, même si par exemple ma lettre ouverte au monde musulman a été traduite et lue dans le monde entier. Il s'agit aussi de ne pas perdre la confiance de la France envers ses concitoyens musulmans. C'est-à-dire que l'islam doit dire à la France, nous sommes loyaux. Nous sommes loyaux, nous faisons partie de la République et nous ne laisserons rien passer qui, dans nos rangs, voudrait nous entraîner du côté, alors bien sûr, du terrorisme, de la radicalité, mais même simplement du fanatisme ou du dogmatisme. Non, nous sommes nous aussi musulmans, attachés aux lumières, attachés à l'esprit critique, attachés à la liberté personnelle de conscience et d'expression, attachés personnellement à la tolérance et à la fraternité. Mais comme toujours, ça va encore mieux en le disant. Mais Abdenour Bidar, c'est indispensable, cet appel est indispensable, ces propos tenus sont indispensables, mais je pense aux professeurs. Alors, nous allons parler avec Bernard Ravet. Des professeurs ont peur.
aujourd'hui ont peur d'aborder justement, ont peur de dire ce que vous dites. Oui. C'est vrai. Ils ont peur d'enseigner. Ils ont peur d'enseigner certains faits historiques ou certains faits d'actualité aujourd'hui. Alors moi, cette peur, elle existe. Cette peur, elle existe. Cette peur, il faut la gérer. Cette peur, il faut la réfléchir. Oui. Cette peur, on ne peut pas la gommer. Par contre, j'allais dire, tout le travail que nous devons avoir au sein des établissements et au sein de la grande maison éducation, c'est de se poser très tranquillement comment on a des élèves qui sont abreuvés d'images, qui sont abreuvés d'informations. Et ce que je pense, le petit point, moi, que j'ai trouvé positif dans le traitement médiatique de ce qui s'est passé en Israël et les attentats du Hamas, c'est que très vite, des journalistes ont mis des mots et ont fait référence. On a parlé, par exemple, de la Shoah par balle. On a parlé, et je pense que c'est en posant dès le départ des mots sur des faits qu'on peut reconstruire avec les élèves. Et effectivement, on a des élèves qui sont en permanence, et Abdenour Bidar peut le témoigner, qui sont dans des conflits de loyauté. Conflits de loyauté entre le discours de la maison, le discours de la communauté, malheureusement, ce mot qui ne devrait pas exister en France, la communauté, et puis, quelque part, le discours de l'école. Et ils sont toujours en porte-à-faux. Donc, j'entendais ce matin un enseignant qui disait, mais on ne les a que 6 heures par jour. Le reste du temps, ils se construisent ailleurs. Donc, effectivement, la parole de la communauté musulmane est importante, la parole aussi des familles. Je pense qu'il est important que aujourd'hui, les familles rejouent un rôle non pas de constructeur d'opposition par rapport à l'école, mais de complicité avec l'école. Et moi, j'implore les ministres de l'Éducation de dire: prenons-nous en main la formation des parents aux valeurs de la République. Faisons un premier jour de l'année où les enseignants, à chaque niveau, à chaque classe, explique le fonctionnement de l'établissement, explique aussi qu'il y a des règles du jeu, qu'il y a une espèce de code de la route. Et qu'il y a des enseignements à assurer. Et des programmes à respecter. Et des programmes à respecter, voilà. Effectivement. Abdenour Bidar. Alors, 2 choses au sujet de l'école. La première, c'est que un risque, c'est que s'insinue ou se propage, parce que ça s'est déjà insinué dans la tête des élèves, l'idée qu'il y aurait un conflit de loyauté entre l'islam et la République. Oui. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire, je le dis en tant qu'intellectuel musulman, j'ai été professeur de philosophie pendant 20 ans, on peut parfaitement, dans la République aujourd'hui, et la République est faite pour ça, on peut être croyant et laïque. La laïcité de l'école, c'est pas une machine à interdire le religieux. La laïcité a été instituée pour que tous ensemble, athées, agnostiques, croyants de toutes obédiences ou de toute confession, nous ayons notre place à égalité de droits et de devoirs également dans la République. Ça, c'est le premier point. Donc, chasser cette idée que, parce qu'elle s'est insinuée que quand on est musulman, on pourrait pas être laïque. Et on pourrait pas se sentir membre à part entière de la grande fraternité républicaine. Eh ben si, justement. Parce que cette fraternité républicaine, elle est transcendante par rapport aux appartenances particulières. C'est une appartenance à l'humanité libre. Bon, premier point. Deuxième point, qui est tout aussi important. Les profs ont peur. Les profs se retrouvent en porte-à-faux. Mais parce qu'il faut quand même bien le dire, dans notre République, et il faut leur rendre un hommage qui n'est pas seulement un hommage circonstanciel dans une situation aussi tragique que celle d'aujourd'hui, les profs sont au front tous les jours. Les profs sont au front de toutes les difficultés de notre société. C'est-à-dire que confrontés à des enfants qui arrivent en classe avec des certitudes, des enfants qui ont été nourris par les réseaux sociaux, qui ont été nourris dans leur famille. Oui, mais pas seulement. C'est déjà grave. Mais si ce n'était que ça. Oui. Mais aujourd'hui, les professeurs vont enseigner dans des zones de notre société, qui sont des zones dans lesquelles se concentre tout un ensemble de difficultés sociales, tout un ensemble de difficultés économiques.
Voilà. Quand ce matin, qu'a dit Philippe Mérieux, moi j'aime beaucoup Philippe Mérieux, avec qui j'ai fait un livre, Grandir en humanité, justement, qui est un hommage à l'école. Philippe Mérieux dit ça ce matin. Il dit, les professeurs sont au front. Et pourquoi est-ce que le fanatisme islamiste s'attaque aux professeurs ? Pourquoi ? Eh bien, précisément pour ça. Je cite Philippe Mérieux. Si le fanatisme islamiste en est pris une fois de plus à un professeur, c'est parce qu'il incarne, ce professeur, tout ce qu'il déteste, le fanatisme islamiste, et tout ce qu'il veut détruire, c'est-à-dire la transmission du penser par soi-même et de construire du commun. Penser par soi-même et construire du commun. Voilà pourquoi l'école aujourd'hui, je veux dire, on lui demande tant. Et pourquoi est-ce qu'historiquement, dans notre société française, on lui a tant demandé ? Parce que l'école, c'est nous. Et l'école a besoin d'une considération nouvelle autour d'elle pour l'aider dans sa tâche d'être au front de toutes nos difficultés sociales, économiques, culturelles, etc., etc. Bernard Ravet. Moi, je peux être que d'accord. Je peux être que d'accord dans cette vision d'une école forte, d'une école qui ne baisse pas la tête. Je crois qu'on est aujourd'hui dans des situations qui sont dans certains établissements à la limite de l'implosion, de la limite du modèle. Mais Bernard Ravet, il y a des enseignants qui ont baissé les bras. Il y a des enseignants qui n'enseignent plus certains faits. Il y a des enseignants qui ont peur. Et qui n'ont pas envie de se retrouver en opposition frontale avec certains de leurs élèves. Alors, je dirais que on est vraiment dans la limite du système. Moi, je pense que d'abord, peut-être que je ne vois pas de solution miracle. Oui. Ce que je vois, c'est une mobilisation. C'est le problème, un des passages, c'est la formation des enseignants, mais c'est surtout... vous évoquiez Philippe Mérieux, c'est surtout le travail pédagogique, le travail d'équipe, le travail aussi peut-être d'une forme de transmission du savoir qui ne soit pas que la transmission, j'allais dire, type court, que il nous arrive, nous, dans des établissements où qui sont en tension sur les problèmes d'antisémitisme ou de racisme, d'intervenir en tant qu'élément extérieur avec la LICRA, on s'aperçoit que ce qui marche, c'est quand on met les élèves en situation de projet, quand on met les élèves en situation de production, quand on dit d'un seul coup, j'étais samedi après-midi à la remise du prix Samuel Paty. La remise du prix Samuel Paty, c'est l'association des profs d'histoire géo qui ont monté ce prix. On montre, on met en valeur, et pas assez à mon avis, des productions d'élèves. Et quand on met les élèves en situation de production, on arrive à faire reculer les certitudes, on arrive à gagner du terrain. C'est un long combat. Vous savez, c'est très intéressant. L'utilisation sémantique aujourd'hui. On parle de réarmer les profs. On parle de remobiliser les profs. On parlait sous la Troisième République des hussards de la République. Donc c'est vrai que nous avons un combat idéologique à mener pour faire que notre objectif, c'est un objectif universaliste. Abdenour, vous l'avez dit, c'est demain nos élèves. C'est des citoyens et il faut qu'ils soient éclairés, qu'ils soient capables eux-mêmes de résister à la tentation. Bien, je vais vous donner la parole. Il est 9h44, petite pause et à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Abdenour Bidar, philosophe spécialiste de l'islam, et Bernard Ravet, qui est principal de collège en retraite, coprésident du réseau LICRA Éducation. Bien, on parlait, c'est vrai que les profs ont changé, il y a une nouvelle génération de profs. Avant, le prof était le garant, en quelque sorte, de la laïcité. C'est plus le cas aujourd'hui, moins le cas aujourd'hui. On ne sera pas catégorique. Mais il y a aussi une nouvelle génération d'élèves qui sont plus religieux ou plus sensibles aux questions religieuses qu'ils ne l'étaient ou qu'on ne l'était. Je parle même pas de mon époque où on s'intéressait pas beaucoup à ces questions-là. Mais
c'est vrai que ça a changé, Abdenour Bidar. Oui, alors il faut leur parler à ces élèves. Attention aux généralités, parce qu'il y a 1 million de fonctionnaires dans l'éducation nationale, il y a, je pense, quasiment 13 millions d'élèves. Oui, c'est vrai. Donc il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Hein, voilà. Mais on peut comprendre aussi la difficulté des professeurs à aborder des sujets dont ils savent très bien à quel point ils sont sensibles, voire éruptifs. Et pourtant, il va bien falloir qu'on en parle de tout ça ensemble. Mais bien sûr. Moi, je me souviens d'avoir animé il y a quelques années un dispositif de débat dans l'académie d'Aix-Marseille. Alors j'étais arrivé vraiment en tant que philosophe. Autour d'une question. Comment vivre ensemble alors que nous n'avons pas les mêmes croyances ? Alors que dans notre société, il y en a qui croient au ciel et il y en a qui y croient pas, pour parler comme c'était Aragon. Hein. Bon, mais pour moi, c'était une façon, pardon pour la trivialité d'expression, de mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire de dire que il y a des sujets aujourd'hui qui sont redevenus importants parce que nous assistons, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial, à ce qu'on appelle le retour du religieux, et il va bien falloir se poser la question de la compatibilité entre cette croyance religieuse et nos systèmes qui sont des systèmes démocratiques, qui sont des systèmes de liberté de conscience. Donc, il va falloir qu'on trouve tous ensemble, et d'abord à l'école, une expertise nouvelle qui nous donne à la fois le courage et la capacité à aborder ces sujets pour instituer une culture du dialogue dans laquelle, chacun se sent reconnu et en même temps, on accepte les mêmes limites. La limite, c'est le respect de la différence d'opinion. Tu es croyant, je ne suis pas croyant, ou tu n'es pas croyant, je suis croyant. Nous nous reconnaissons mutuellement, nous nous respectons mutuellement. Ça, c'est la laïcité en acte. Les élèves, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux ? Il ne faut pas leur faire des prêchis-prêchas sur la fraternité, la laïcité, etc. Il faut leur donner à faire ce type d'expérience décisive de dialogue, de débat, dans lequel on va faire l'expérience ensemble d'une fraternité parce qu'on se respecte dans le dialogue, on se respecte dans le débat, et à partir de là, il y a quelque chose qui devient une culture commune. Mais c'est très très difficile. On ne s'aventure pas. Parce que concrètement, c'est très très difficile à organiser ce genre de débat, c'est très difficile, ce genre de rencontre. Pardon, excusez-moi de vous demander pardon, mais on n'a plus le choix. Oui. On n'a plus le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument s'y mettre tous ensemble et tenir compte du fait que les élèves, ils veulent parler, ils veulent que leurs paroles soient prises en considération, et en même temps, nous avons des choses à leur transmettre. Bernard Ravet. Alors moi, je mettrais un petit bémol, enfin j'en mettrais deux petits bémols. Le premier petit bémol, je pense que on est en face aussi d'une situation pour les professeurs qui doivent gérer le fait que la violence verbale, la violence physique entre les élèves a énormément augmenté au fil du temps. On en parle moins qu'à une époque, mais cette réalité, cette violence, c'est aussi, j'allais dire, cette violence qui s'exerce hors de l'école. Hors de l'école, je pense à la violence sur les réseaux sociaux. On en a longuement parlé quand on parlait du harcèlement. Donc, il faut tenir compte que dans ce contexte, il faut, j'allais dire, pour ainsi dire à nos élèves et surtout aux plus grands, vous posez les armes, et ici, on est en terrain de neutralité. Je crois que c'est très très important que les élèves comprennent qu'à un moment, l'autre peut exister. Et on parle beaucoup, on réfléchit beaucoup sur comment opposer une culture de l'empathie contre une culture de la violence. Le biotope dans lequel vivent les élèves est souvent très violent. À l'échelon familial, à l'échelon du quartier, on est dans une situation de tension. On le sent très bien dans leurs propos. Et puis, la deuxième chose, c'est que, et tout à l'heure, vous commenciez en disant, on est dans 12 millions d'élèves, on a quand même un énorme souci, c'est que certains établissements sont devenus à la limite de l'implosion. Je crois que parce que, j'allais dire, le phénomène de géographie urbaine fait qu'on a des collèges ghettos. Et ces collèges ghettos
Que faire avec ces collèges ghettos? On sait répartir autrement les élèves. C'est ce qu'a essayé de faire certains élus. Je pense à Toulouse, par exemple, où on a fermé un collège du Mira, ou deux, je crois. Mais on ne les a pas fermés pour les fermer. On a construit tout un dispositif. Et là, moi, je rends hommage à l'éducation nationale, à ma maison, qui a dit les élèves des quartiers du Mirail qu'on va envoyer dans les beaux quartiers, ils vont être accompagnés, ils vont être suivis. Et on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, ils sont complètement confondus avec les autres. Donc, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, je pense que là où la mixité sociale, l'urbanisme mettra 30 ans à le faire, je pense que on peut utiliser, moi je suis élu en milieu rural, mes élèves, ils font 20 minutes de bus par jour. Et ils sont pas plus mauvais élèves, il y en a pas moins qui réussissent. Donc, moi je pense beaucoup qu'il faut vraiment réfléchir ça, je dirais, en micro-réflexion, avec du travail géographique, avec un travail énorme avec les élus locaux, parce que l'environnement, il y a l'école, mais il y a le périéducatif, il y a ce qui se passe à côté, il y a le milieu associatif. Moi je dis, je le disais déjà il y a 5 ans, il faut un vrai plan Marshall pour, j'allais dire, faire en sorte qu'on ne perde pas encore une partie de notre jeunesse. Ce dont témoigne Bernard Ravet, moi j'y suis très sensible parce qu'il est en train de nous dire que notre société a commencé à réagir. Par l'engagement. On a pris conscience avec ce qui se cristallise autour de l'école et puis hélas dans des situations tragiques comme celle d'aujourd'hui qu'il va falloir que quelque chose change dans les grandes largeurs, qu'on ne peut pas continuer de laisser s'enquister des situations qui sont des situations de ségrégation sociale qui vont être le terreau d'un certain nombre de radicalités. Donc pour notre société, en fait, il y a un rendez-vous qui est le passage, je dirais, d'une situation qui est une situation de grande fragilité, de division potentielle, de peur aussi, qui s'installe, le poison de la peur qui s'installe, on le sent quand il y a un événement comme celui qu'on vient de subir. Donc, il faut passer de cette émotion de la peur et de cette situation d'impuissance, comme je le dis souvent, à des émotions qui nous mobilisent. Véritablement. Et l'émotion qui nous mobilise, c'est la fraternité. Faire cette expérience de la fraternité républicaine, mais elle se construit, elle ne se décrète pas, la fraternité. Et pour qu'elle se construise, il faut redonner de la mixité, il faut que l'école se réempare d'un certain nombre de sujets, de manière résolue. Elle n'a pas abandonné le terrain. Moi, j'entends souvent ces derniers temps une espèce de faux procès fait à l'école, la complaisance avec l'islamisme, etc. Non, moi je peux en témoigner, l'école, elle se bat. Il y a des engagés admirable dans les nouvelles générations. Mais tout ça, il faut que ça devienne un mouvement véritablement de société pour que, à nouveau, on soit, je dirais, à la hauteur de nos héritages, à la hauteur de notre ambition républicaine, c'est-à-dire en réalité celle d'une fraternité universelle. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Nous avions besoin de cette réflexion. Bien, après les infos Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront le dessinateur Philippe Gueluc. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.